Tu as certainement déjà rencontré quelqu'un qui s'attache avant même que l'histoire ne commence vraiment. Quelqu'un dont le cœur se précipite vers l'autre comme un animal affamé, qui reconnaît soudain une source d'eau. Ces personnes ne tombent pas amoureuses. Elles se jettent. Elles ne construisent pas un lien. Elles l'avalent d'un seul coup, comme si chaque seconde comptait. Et ce comportement n'est pas un caprice, ni une naïveté pathétique. Les neurosciences de l'Université de Lausanne montrent que le cerveau de ces individus présente une hyperactivation des circuits de récompense, notamment ceux impliqués dans la dopamine et l'ocytocine. Le simple fait de recevoir de l'attention déclenche un signal intérieur comparable à une bouffée d'air après une longue apnée. Pour eux, l'autre n'est pas seulement une personne, il est une délivrance. Ce qui frappe le plus, c'est la vitesse avec laquelle tout se joue. Un sourire, un geste, un message un peu chaleureux. Et quelque chose s'ouvre, se déverrouille, se précipite. La psychologie cognitive appelle cela l'impulsion de fusion, une tendance à lier son identité à quelqu'un d'autre avant même de connaître ses contours réels. Ces personnes ressentent une intensité qui ne correspond pas à la situation. Elles voient une promesse où il n'y a qu'un début, un avenir où il n'y a qu'un présent fragile, une connexion profonde là où il n'y a encore qu'une interaction vague. Elles ne projettent pas, elles espèrent férocement. Ce processus est accompagné de micro-signes, presque invisibles, mais qui trahissent un cœur déjà engagé alors que rien n'a encore été bâti. Le regard reste un peu plus longtemps, la respiration change subtilement, la voix devient plus douce, comme si l'autre avait déjà été placé au centre d'un monde intérieur encore désert. Les chercheurs de l'Université de Genève parlent d'un emballement affectif précoce, une poussée émotionnelle qui dépasse la logique et court plus vite que la réalité. Ce n'est pas du romantisme, c'est une réaction neurobiologique, une tentative urgente de combler un vide silencieux. Et dans ce silence, justement, un suspense étrange se forme, car ces personnes ne savent pas seulement s'attacher vite, elles savent aussi imaginer vite, idéaliser vite, croire vite. Elles construisent des scénarios en quelques heures, des récits en quelques jours, des châteaux entiers sur des fondations encore friables. L'autre devient un refuge imaginaire, un sauveur potentiel, un miroir où elles espèrent enfin se reconnaître. Mais derrière cette intensité se cache une peur très ancienne, une peur d'être abandonné avant même d'avoir été choisi. Les psychologues de l'Institut de Lyon nomment cela l'anxiété d'ancrage, une crainte primaire qui pousse l'individu à s'accrocher dès qu'une présence semble un peu stable, même si cette stabilité n'est qu'une illusion. Et pourtant, cette précipitation n'apparaît jamais seule. Il y a toujours un héritage derrière elle, des enfances où la sécurité manquait, des liens brisés trop tôt, des modèles affectifs instables. Les personnes qui s'attachent trop vite ont souvent grandi dans des environnements où l'amour était rare, sporadique, conditionnel. Alors, dès que quelqu'un offre un peu de chaleur, leur système entier se rallume, comme une maison qui s'illumine après des années dans l'obscurité. Leur cœur ne cherche pas une personne, il cherche un abri. Et lorsqu'ils croient l'avoir trouvé, ils sautent dedans sans regarder. Mais c'est précisément là que commence le danger. La rapidité crée une illusion de proximité qui n'existe pas encore. Elle ouvre des portes trop tôt, elle expose le cœur avant que l'autre n'ait montré sa véritable nature. Les psychologues parlent d'un risque d'attachement asymétrique, une situation où une personne vit déjà au chapitre 10, tandis que l'autre n'a pas dépassé la page 2. Ce décalage crée une tension dangereuse, une vulnérabilité aiguë, un terrain où l'on peut se perdre et se briser. Alors tu te demandes, pourquoi certaines âmes courent-elles si vite vers les autres ? Pourquoi offrent-elles leur confiance comme on tend les mains dans le noir ? Peut-être parce qu'au fond d'elles, il existe un besoin ancien, presque viscéral, d'être enfin accueilli quelque part. Et peut-être que ce besoin est si puissant qu'il transforme chaque début en promesse, chaque rencontre en destin. Cette réflexion glisse lentement dans ton esprit, comme un écho que tu n'arrives pas à chasser. Et si la vitesse de l'attachement n'était pas un excès, mais un appel à guérir ce que personne n'a jamais vu. Et lorsque tu observes de près ces personnes qui s'attachent en un éclair, tu remarques qu'avant même qu'un lien réel ne s'installe, une tension étrange se forme autour d'elles, comme si leur cœur, trop rapide, créait un suspense intérieur constant. Les psychologues de l'Université de Genève parlent d'une hypervigilance affective, une manière de scanner chaque geste, chaque mot, chaque silence, pour y trouver des signes d'approbation ou de rejet. Leur esprit fonctionne comme un radar émotionnel réglé trop fort, captant même les nuances les plus infimes. Un message envoyé avec une minute de retard peut déclencher une vague d'angoisse. Un regard un peu plus froid peut provoquer un séisme intérieur. Elles vivent dans une anticipation permanente. Ce qui est le plus frappant, c'est que ces signaux d'alerte ne sont visibles que pour ceux qui savent écouter les silences. Une personne qui s'attache trop vite sourit, parle, rit. Mais il y a quelque chose derrière tout cela, quelque chose de presque tremblant. Leur rire dure une demi-seconde de trop, leurs yeux cherchent constamment une confirmation muette, et leurs gestes révèlent un besoin d'être validés sans jamais oser le demander.
Les neuroscientifiques de l'Université de Strasbourg expliquent que ces comportements découlent d'une activation excessive de l'amygdale, signe d'une peur latente d'être abandonné. Et cette peur colore chaque interaction, chaque échange, chaque début de relation. Tu remarques aussi des micro-gestes révélateurs, la manière dont ils envoient un message, puis vérifient leur téléphone à intervalles de plus en plus courts, comme si leur respiration dépendait de la réponse. Le silence de l'autre devient alors une scène entière, un terrain hostile où s'entrelacent l'espoir et la panique. Un simple « salut » peut devenir un feu d'artifice intérieur et un « je suis occupé », un effondrement silencieux. Les psychologues appellent cela l'interprétation catastrophique, une tendance à imaginer instantanément le pire scénario, comme si le cœur était programmé pour s'effondrer avant même d'être blessé. Et pourtant, ce processus n'a rien de rationnel. Il n'obéit pas aux règles du temps ni à celles de la logique. Les personnes qui s'attachent trop vite ressentent avant de comprendre, espèrent avant de vérifier, donnent avant de recevoir. Leur attachement ne se construit pas, il explose comme une flamme qui s'allume trop près d'un fil électrique. La psychologie émotionnelle parle d'un emballement affectif, une montée soudaine où l'autre devient indispensable alors qu'il n'a encore rien prouvé. C'est une projection, une idéalisation, mais surtout un besoin immense, ancien, presque animal. Mais derrière cette intensité se cache un paradoxe troublant. Plus ils s'attachent rapidement, plus ils vivent dans la peur. Leur cœur court vers quelqu'un, mais leur pensée court vers l'idée de le perdre. Ce double mouvement crée une ambiance presque cinématographique, comme si chaque début de relation était déjà hanté par son propre fantôme. Ils s'ouvrent vite, mais surveillent chaque signe qui pourrait signifier que l'autre va se fermer. Ils espèrent fort, mais se préparent en secret à la douleur. Ce mélange d'élan et de vertige crée un climat intérieur où chaque émotion devient une scène à suspense. Ce phénomène n'émerge jamais seul. Il se nourrit de souvenirs, de blessures, de dynamiques anciennes. Beaucoup de ces personnes ont grandi dans des environnements instables, où l'affection apparaissait et disparaissait sans prévenir. Elles ont appris que lorsque quelque chose de bon se présente, il faut s'y accrocher immédiatement, avant que cela disparaisse. L'attachement rapide est donc moins une impulsion nouvelle qu'un réflexe conditionné, un mécanisme de survie appris dans un monde où l'amour n'a jamais été assuré. Pour ne pas se perdre dans ce tourbillon émotionnel, les experts proposent un protocole intérieur simple mais essentiel. Ralentir la lecture des signes, ne pas interpréter tout immédiatement, ne pas courir plus vite que la réalité, apprendre à reconnaître la différence entre un signal réel et une réponse de peur. C'est une forme de conscience protectrice, une manière de reprendre son souffle dans une course où le cœur dépasse toujours les jambes. Et lorsque tu examines cette dynamique sous un angle plus philosophique, une idée étrange apparaît. Et si les personnes qui s'attachent trop vite ne souffraient pas d'excès de sentiments, mais d'excès de solitude, peut-être que leur rapidité n'est pas un défaut, mais un appel, une manière désespérée d'éviter de retomber dans ce vide ancien. Et cette pensée, douce et dangereuse à la fois, laisse un écho dans ton esprit. L'écho d'un cœur qui bat trop fort parce qu'il a, depuis trop longtemps, battu trop seul. Et lorsque tu continues d'observer ces cœurs qui galopent avant même que le chemin ne soit tracé, tu remarques que l'attachement rapide n'est pas un événement soudain, mais une escalade progressive, presque dramatique, qui se déroule en étapes parfaitement reconnaissables si tu regardes de près. Les psychologues de l'Université de Lyon décrivent ce phénomène comme une montée affective accélérée. Un processus où l'émotion dépasse la réalité, où l'imaginaire prend le contrôle avant que les faits n'aient eu le temps d'exister. Tout commence par une étincelle, un regard prolongé, un geste doux, un mot inattendu. Mais pour eux, cette étincelle n'allume pas simplement une lumière, elle déclenche un incendie entier. Le premier stade, c'est l'idéalisation. La personne n'est plus vue pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle pourrait être. Le cerveau projette des qualités, invente des compatibilités, construit une version améliorée de l'autre avant même de le connaître vraiment. L'inconnu devient un refuge imaginaire, un miroir où l'on espère enfin voir sa propre valeur reflétée. Et cette projection n'est pas un mensonge, c'est une nécessité émotionnelle. Selon les neurosciences, elle apaise les circuits de peur, crée une sensation artificielle de sécurité et de chaleur. Puis vient le deuxième stade, la projection active. À ce moment-là, chaque détail de l'autre devient un signe, une preuve, une confirmation fictive de ce lien qui n'existe pas encore. Un sourire devient une promesse, un message gentiment rédigé devient une déclaration, un silence devient une inquiétude. L'esprit interprète tout, surinterprète tout, comme s'il cherchait désespérément à maintenir vivante cette impression de connexion. Les chercheurs appellent cela la suractivation narrative. L'individu crée une histoire plus vite que la réalité ne peut la produire. Le troisième stade est celui de la fusion émotionnelle. C'est là que tout s'accélère dangereusement. La personne commence à ressentir pour deux, à espérer pour deux, à planifier pour deux, alors que l'autre n'a pas encore franchi la première marche. L'attachement devient une force qui dépasse la logique. Le cœur s'accroche et refuse de desserrer les doigts.
La psychologie comportementale parle d'un enlacement prématuré, une forme de dépendance affective qui se tisse avant même que la relation ne soit définie. C'est une fusion sans fondation. Et lorsque cette fusion atteint son apogée, survient inévitablement le quatrième stade, le vertige. La conscience, soudain, rattrape l'émotion. La personne réalise, souvent trop tard, qu'elle s'est déjà projetée à des kilomètres, alors que l'autre en est resté au premier pas. Ce vertige crée un choc interne, une collision entre l'espoir et la réalité. Il s'exprime par une angoisse sourde, une impatience compulsive, une hypersensibilité à chaque signe d'éloignement. Les neuroscientifiques décrivent ce moment comme une dissonance affective aiguë. Le cerveau tente de concilier deux mondes différents, celui qu'il a fabriqué et celui qui existe vraiment. Cette escalade, pourtant, ne se produit jamais sur un terrain neutre. Elle est nourrie par les blessures anciennes, par les manques silencieux, par les attentes jamais comblées. Les personnes qui s'attachent trop vite ont souvent connu des relations instables, des abandons précoces, des affections imprévisibles. Leur cœur est comme une oreille toujours tendue vers la moindre promesse de stabilité. La moindre lumière devient un soleil. Le moindre geste devient un destin. Ce n'est pas un choix, c'est un réflexe forgé dans la peur. Pour se protéger de cette montée trop rapide, les spécialistes recommandent un mouvement inverse, ralentir consciemment. Observer ses propres réactions comme si l'on regardait une scène au ralenti. Interroger chaque signe. Retirer la charge symbolique des événements. C'est un protocole difficile pour quelqu'un habitué à s'attacher en quelques minutes, mais c'est la seule manière d'empêcher le cœur de courir plus vite que la vie. Et lorsque tu réfléchis à cette escalade, une question étrange s'impose, comme un souffle froid dans une pièce trop silencieuse. Que se passe-t-il lorsqu'un cœur avance trop vite vers quelqu'un qui avance trop lentement? La réponse n'apparaît pas immédiatement, mais l'écho de cette interrogation résonne longtemps dans ton esprit, comme le battement précipité d'une émotion qui cherche encore un endroit où se poser. Et lorsque tu explores plus profondément l'origine de cet attachement fulgurant, tu comprends qu'il ne s'agit jamais d'un geste individuel. C'est une mécanique héritée, façonnée par des histoires familiales, des silences anciens, des émotions transmises comme des objets fragiles dans des mains qui tremblaient. Les psychologues transgénérationnels de l'Université de Lausanne parlent d'un ancrage précoce, un schéma émotionnel appris avant même que les mots n'aient été capables d'exister. Ceux qui s'attachent trop vite ne naissent pas avec cette soif dévorante, elle leur est inoculée par des environnements instables, où l'amour apparaissait et disparaissait comme une ombre imprévisible. Tu remarques que dans beaucoup de familles, l'attachement rapide est le fruit d'un manque ancien, d'une affection toujours promise mais rarement donnée. Les enfants apprennent alors que, lorsque quelqu'un tend la main, il faut la saisir immédiatement, avant qu'elle ne se retire. Ils développent ce réflexe de s'accrocher, non pas par choix, mais par survie. Dans ces foyers, l'amour n'avait pas de continuité. Il arrivait en rafale, puis s'éteignait. L'enfant, devenu adulte, confond l'intensité et la sécurité. Il cherche dans la vitesse ce qu'il n'a jamais trouvé dans la stabilité. Il existe aussi un autre héritage, plus subtil, celui des familles, où personne n'a jamais appris à aimer lentement. Là où les émotions étaient excessives ou absentes, où la passion servait à combler les silences, où la fusion était confondue avec la présence, les personnes qui s'attachent trop vite dans ces contextes répètent un script ancestral. Elles rejouent, sans le savoir, une pièce écrite par ceux qui les ont précédés. Elles courent vers l'autre comme leurs parents, leurs grands-parents, couraient vers quelqu'un qui ne restait jamais vraiment. L'attachement rapide devient alors un écho générationnel, une tentative désespérée de corriger une douleur ancienne. Dans les dynamiques collectives, ce phénomène se renforce. Les groupes, les cercles sociaux, les environnements affectifs jouent un rôle clé. Certains milieux valorisent la passion instantanée, glorifient de la fusion immédiate, encouragent l'idée que si l'on ressent fort dès le début, c'est forcément vrai. Ces discours collectifs modèlent l'esprit, façonnent le cœur, créent des archétypes. Celui de l'âme ardente, celui du cœur trop plein, celui de la personne qui aime trop. Ces identités deviennent des prisons dorées, elles flatteraient presque, mais elles consomment lentement la lucidité. Et dans certains groupes familiaux, au contraire, on retrouve une version silencieuse de cet attachement. L'enfant qui n'a jamais été vraiment vu apprend à s'accrocher à la moindre reconnaissance. L'adulte qu'il devient s'attache à toute personne qui semble enfin le remarquer. Une seule phrase douce suffit à réveiller des années de manque. Un regard prolongé réveille l'enfant intérieur qui attendait depuis toujours. Les sociologues appellent cela l'éveil de la trace affective. Un moment où la mémoire émotionnelle conditionne le présent. Ce qui rend cette dynamique encore plus troublante, c'est qu'elle peut se transformer en véritable possession collective. Le groupe, la famille, l'environnement projettent sur l'individu des attentes, des rôles, des charges émotionnelles. La personne qui s'attache trop vite devient souvent celle qui aime plus, qui donne plus, qui ressent plus. Elle devient le pilier affectif, celui qui absorbe tout, celui qui porte tout. Non pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle a été conditionnée à le faire.
Et cette responsabilité devient une cage invisible, un rôle dont elle n'arrive pas à s'échapper. Pour survivre à cet héritage, il faut un protocole intérieur, une lucidité presque chirurgicale. Il faut reconnaître les scripts, identifier les échos, observer les dynamiques avec une distance protectrice. Il faut apprendre à respirer dans sa propre histoire sans se laisser étouffer par celle des autres. C'est une sorte d'hygiène psychique, un acte de résistance silencieuse. Refuser de répéter ce que l'on a hérité. Ne plus courir vers l'autre comme si sa présence décidait de notre valeur. Ne plus confondre l'intensité avec la vérité. Et à la fin de cette exploration collective, une question étrange surgit, presque philosophique. Et si ceux qui s'attachent trop vite ne cherchaient alors pas une personne, mais cherchaient, à travers elle, la paix qu'aucune génération avant eux n'a jamais trouvée? Cette idée flotte comme un souffle long, un écho ancien qui traverse le temps et s'accroche à ton esprit, refusant de disparaître. Et lorsque tu arrives à l'étape la plus fragile de ce phénomène, celle où il ne s'agit plus de comprendre pourquoi le cœur court trop vite, mais comment survivre à cette vitesse émotionnelle, tu réalises que tout repose sur un protocole intérieur, subtil, silencieux, presque militaire. Les psychologues de l'université de Bordeaux parlent d'un protocole de ralentissement affectif, une stratégie destinée à empêcher le cœur d'aller trop loin alors que la réalité n'a pas encore commencé. Ce protocole n'est pas une théorie abstraite, c'est un geste de survie, une manière de reprendre possession de soi avant de se perdre dans l'autre. La première étape consiste à reprendre le contrôle du temps. Ceux qui s'attachent trop vite vivent dans des accélérations constantes. Leur esprit saute des premières phrases au scénario futur, des premiers gestes aux projections exaltées. Le protocole impose le contraire, ralentir, observer les faits sans y ajouter de symboles. Ne pas courir vers les interprétations. Les neuroscientifiques expliquent que ce simple ralentissement calme les circuits de récompense et empêche la dopamine d'emballer la perception. C'est comme diminuer la lumière dans une pièce trop éclairée pour enfin distinguer les formes réelles. La deuxième étape est ce que les experts appellent l'ancrage perceptif. Cela signifie se concentrer sur ce qui est observable, ce que la personne fait réellement, et non ce que l'on imagine qu'elle pourrait signifier. Celui qui s'attache trop vite doit apprendre à revenir au concret. Les mots prononcés, les gestes clairs, les actions répétées. Pas les rêves, pas les interprétations, pas les élans. C'est un exercice difficile, presque contre nature, mais nécessaire pour éviter de s'envoler dans un lien qui n'existe que dans son propre esprit. L'ancrage perceptif est une corde solide attachée au corps pour empêcher l'âme de s'échapper trop loin. La troisième étape est la plus douloureuse, instaurer des limites internes. Ce n'est pas refuser l'attachement, mais l'encadrer. Se dire par exemple « Je n'ouvrirai pas cette porte tant que l'autre ne l'ouvre pas aussi. Je ne donnerai pas plus que ce que l'on me donne. Je n'irai pas plus vite que les faits. » Les personnes qui s'attachent trop vite ont l'habitude d'offrir la totalité dès le début, comme si retenir une parcelle de soi revenait à trahir la relation. Pourtant, la retenue n'est pas une trahison, c'est une respiration. Les psychologues appellent cette étape la préservation énergétique. Elle consiste à garder une partie de soi à l'abri tant que la relation n'a pas prouvé qu'elle est un lieu sûr. La quatrième étape est la retraite stratégique. C'est la capacité de faire un pas en arrière lorsque l'intensité devient trop forte, lorsque le cœur s'accélère trop vite, lorsque l'imagination prend le dessus. La retraite stratégique n'est pas une fuite. C'est un espace de récupération, une pause protectrice, une manière de reprendre son souffle émotionnel avant de s'effondrer. Ceux qui s'attachent trop vite ont besoin de ce recul régulier, comme un geste de première aide psychique. Mais le protocole ne se résume pas à des gestes techniques. Il contient aussi un acte plus profond, presque spirituel, apprendre à exister sans se diluer dans l'autre, apprendre à être complet avant de vouloir être deux, c'est là que tout se joue. L'attachement rapide est souvent la conséquence d'un manque d'ancrage dans sa propre identité. Alors le protocole demande ceci, créer un espace intérieur qui n'appartient à personne d'autre. Un espace qui reste intact, même lorsque l'émotion déborde, même lorsque la promesse scintille, même lorsque la solitude appelle. Et pourtant, quelque chose de mystérieux apparaît lorsque tu commences à appliquer ce protocole. Le monde se calme. Ce qui te paraissait urgent devient soudain supportable. Ce qui semblait vital révèle sa vraie nature. Tu découvres que tu peux aimer sans te jeter, espérer sans te perdre, t'attacher sans te dissoudre. Tu comprends que ton cœur n'est pas faible parce qu'il bat vite. Il est simplement trop habitué à courir dans l'obscurité. Et alors, une dernière pensée se dépose doucement dans ton esprit, comme un écho posé sur une pierre encore chaude. Peut-être que ralentir n'est pas un refus d'aimer, mais un acte de dignité. Peut-être que le véritable amour n'est pas dans la vitesse, mais dans la clarté. Peut-être que la personne qui apprend à ralentir découvre enfin ce que son cœur voulait dire depuis toujours. Non pas « je m'accroche à toi », mais « je veux apprendre à me tenir debout à côté de toi sans me perdre ».
Et lorsque tu atteins le dernier niveau de cette exploration, celui où l'on ne parle plus seulement de mécanismes psychologiques, mais de vérité existentielle, tu comprends que ceux qui s'attachent trop vite ne sont pas simplement des êtres impatients ou vulnérables. Ils sont porteurs d'une profondeur que le monde n'a jamais su contenir. Leur cœur ne va pas trop vite par erreur, il va trop vite parce qu'il a trop longtemps attendu. Ils avancent avant d'être invités parce qu'ils ont trop longtemps frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes. Ce n'est pas de la précipitation, c'est de la mémoire. Les chercheurs en psychologie existentielle de l'université de Louvain parlent de vide anticipatoire, un état où l'individu ressent à l'avance l'absence qui pourrait venir. Ainsi, il court vers l'autre pour éviter l'abîme. Il se donne immédiatement, parce que la possibilité d'être choisi est une expérience rare, presque sacrée. Ceux qui s'attachent trop vite ne sont pas naïfs, ils sont fatigués d'attendre. Fatigués d'espérer que quelqu'un un jour restera assez longtemps pour les voir vraiment. Leur vitesse émotionnelle est un cri silencieux. Ne pars pas avant d'avoir compris qui je suis. Ce cri, pourtant, ne sort jamais sous forme de mots. Il se glisse dans leurs gestes, dans leur façon d'offrir trop tôt. Ils deviennent transparents, disponibles, lumineux, comme s'ils voulaient être impossibles à perdre. Ils prêtent leur cœur comme on tend une clé à un inconnu, en espérant qu'il saura ouvrir la porte avec délicatesse. Et derrière cette offrande se cache une peur profonde, celle de disparaître si personne ne les choisit. Une peur ancienne, plus vieille que l'amour, plus ancienne que toutes les rencontres qu'ils ont faites. Ce qui rend tout cela encore plus troublant, c'est que ces personnes aiment avec une intensité qui dépasse la relation réelle. Elles ressentent avant même de connaître. Elles espèrent avant même de comprendre. Elles donnent avant même de recevoir. Et dans ce déséquilibre, un paradoxe s'installe. Leur attachement rapide leur donne l'illusion d'exister, mais il les expose aussi à la douleur la plus brutale. La psychologie appelle cela le paradoxe du cœur expansif. Plus tu t'ouvres vite, plus tu risques de te briser tôt. Mais derrière cette fragilité se cache une armature philosophique surprenante. Peut-être que ceux qui s'attachent trop vite ne sont pas faibles, peut-être qu'ils ont simplement une vision différente du lien humain, une vision où la rencontre n'est pas un jeu, où l'attente n'est pas un test, où la prudence n'est pas un devoir. Ils vivent dans une vérité que la plupart des gens évitent. La vie est courte, les opportunités de connexion sont rares, et aimer est un acte trop précieux pour être gaspillé dans des prudences illusoires. En cela, ils sont les âmes les plus sincères, et les plus mal protégés. Pourtant, ils portent en eux une lumière particulière, une capacité à se donner, à croire, à sentir, que les autres ont perdu depuis longtemps. Une innocence lucide, presque sacrée, qui pourrait changer le monde si elle était accueillie avec douceur. Mais comme elle ne l'est presque jamais, ils apprennent à souffrir en silence. Ils apprennent à reconstruire seuls ce qu'ils ont donné trop tôt. Ils apprennent à recoudre un cœur qui n'a cessé de se tendre vers des mains qui n'étaient pas prêtes. Alors vient la dernière question, celle qui ne cherche pas à être répondue, mais simplement entendue. Peut-être que ceux qui s'attachent trop vite ne cherchent pas un amour immédiat, peut-être qu'ils cherchent un endroit où enfin cesser de courir. Peut-être que leur hâte n'est pas une erreur, mais une tentative de retrouver un rythme oublié, un rythme où l'on ose aimer sans calculer, sans craindre, sans fuir. Et dans ce murmure philosophique, une pensée se dépose doucement dans l'esprit, comme un écho qui refuse de mourir. Et si ceux qui s'attachent trop vite étaient simplement ceux qui, depuis toujours, avaient le plus besoin d'être trouvés ?